Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à me joindre à cette longue liste de supporters et de fans de l'équipe nationale, l'équipe des Lionceaux de l'Atlas, pour cet incroyable parcours sans faute, pour leur exprimer de ma part ma fierté et ma joie. Finalement, on ne joue plus comme des figurants, mais plutôt on devient les favoris. Ceci dit, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui a fait couler l'encre pendant des années, qui a suscité la compassion de certains et qui a attiré en même temps la haine d'autres. Je parle du journaliste et ex-détenu qui a été condamné pour violence sexuelle et je nommais nul autre que M. Tawfiq Boishri. Il faut que je vous avoue et vous dire que j'avais beaucoup de compassion pour ce journaliste lorsqu'il était derrière les barreaux. Je croyais vraiment, et là je suis vraiment très sincère, je croyais vraiment dans son honnêteté. Je croyais vraiment qu'il était innocent. Mais hélas, aujourd'hui, je constate, comme d'autres d'ailleurs, que je me suis trompé et qu'en réalité, c'est le plus grand opportuniste et manipulateur. Celui qui surfe ces derniers temps sur les émotions de toute une jeunesse. Journaliste qui essaie de rebâtir sa réputation ou de reprendre sa place et de rétablir sa crédibilité au prix de mettre le pays en feu et en sang. Il prétend, parce qu'il aime souvent dire ça, il prétend être un journaliste où il définit le journaliste comme étant quelqu'un qui ne s'intéresse qu'aux nouvelles des trains qui n'arrivent pas à temps. Mais moi je dirais que c'est le genre de journaliste qui ne sera heureux que lorsqu'il verra le pays déchiré par une guerre civile. Comme vous l'avez constaté ces derniers temps, il incite dans ses podcasts, il incite clairement les jeunes à hausser le ton vis-à-vis donc du gouvernement, à aller plus loin dans leurs projets de destruction, masqués par le désir du changement et du combat contre la corruption. Monsieur Boishrin, il parraine même la libération des prisonniers que lui-même qualifie de prisonniers politiques. Tout d'un coup, les hooligans sont devenus des prisonniers politiques. Tous ceux qui ont détruit, brûlé, causé des dommages à des biens publics doivent faire face à la justice. Aucune pitié. Il n'y a aucune société, moi je vous le dis, il n'y a aucune société, ni aucun système judiciaire au monde qui accepterait ce manque de responsabilité et le manque de respect à l'ordre public. À l'entendre parler, je ne m'étonne même pas pourquoi il ne demande pas la libération des criminels de crime Z. Il accuse ouvertement le gouvernement du roi. Et là-dessus, il était très clair. Il accuse vraiment le gouvernement du roi de se servir du foot comme un moyen pour endormir le peuple, pour détourner l'attention de toute une jeunesse d'abrutis et de cervelés. Il faut le dire. Voyez-vous à quel point est-ce qu'il joue sur les mots? Comment est-ce qu'il essaie de masquer cette réussite sportive et la qualifier de plan diabolique orchestré par l'État pour garder notre jeunesse loin de la politique, dans la noirceur totale. Je ne vous apprends rien en vous disant que le sport ou le foot en particulier est un levier économique. Veut pas, c'est un levier économique. Construire des stades, ça rapporte, ça emploie, sachant qu'il y a toute une chaîne de fournisseurs et de business qui gravitent autour. Ce n'est pas juste un sport, c'est pas juste un stade. Tawfiq, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on paye Messi, Mbappé des millions et des millions, même des centaines de millions d'euros par année. C'est parce qu'il rapporte 40 fois plus au club.
Les publicités, les chaînes de télévision, les fournisseurs, les casse-croûtes, name it, la sécurité, la vente des t-shirts, des accessoires. Vous voyez, le sport, ça rapporte. Un hôpital, c'est pas parce que c'est cruel ce que je vais dire, mais un hôpital, ça coûte, mais ça ne rapporte rien, ni à court terme, ni à moyen terme. À long terme, oui, mais à court terme, moyen terme, ça ne rapporte rien. Même si c'est une obligation sociale, morale et gouvernementale. Et dans son analyse, il bifurque sur un autre sujet. Il parle de qu'on est un pays surendetté. So what? So what qu'on soit un pays surendetté? Qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Les USA sont les champions. Les Français ne sont pas mieux que nous. On vient de le voir. L'agence de notation financière américaine, ce vendredi dernier, le 17 octobre, ils ont encore abaissé la note de la dette souveraine de la France de AA+, à A+. C'est loin les temps qu'ils avaient AA+, et ainsi de suite, c'est terminé. C'est un pays surendetté. Nous, on ne creuse pas des puits pour se faire noyer avec des pétrodollars ou des gazodollars, si ça existe. On n'est pas pire comparé à d'autres pays et sûrement on est mieux que beaucoup d'autres. Tous les pays sont endettés ou s'endettent, tous les pays. Tous les pays. Tous les pays coupent dans les services sociaux. On le voit très bien. Tous les pays coupent dans les services sociaux pour pouvoir payer la dette. Beaucoup, ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, fondre à cause des hausses des prix et de l'imposition galopante sans fin, que tu sois ingénieur ou retraité, pour justement payer donc la dette. Donc on n'est pas un pays unique. Il ne faut pas faire sonner la sonnette d'alarme. Il n'y a pas d'alarme. Sinon, c'est la terre entière qui va sonner les sonnettes d'alarme. Il parle d'un autre côté, il parle donc de l'enseignement. C'est aussi, il dresse un tableau noir. Il parle de l'enseignement et notre classification parmi les autres nations. Mais, comme d'autres, ils oublient toujours de diagnostiquer le pourquoi. Nous dire que l'enseignement, c'est une industrie pour former des crétins, comme qu'il a dit je crois que c'est un philosophe français, l'école française est là pour donc donner des diplômes aux crétins. Non. Tout le monde dit que l'enseignement, ça va pas, ça ne marche pas, c'est catastrophique. Mais dites-nous pourquoi. Pour lui, c'est juste une question d'argent. Les manifestants, ils résument le problème de l'enseignement en argent, le dollar. Et ça, c'est fou. Parce qu'il y a des pays qui font mieux que nous, avec moins d'investissement. Tawfiq, c'est un vrai halaïqi. Il dit certaines vérités comme un halaïqi de Jamal Fna. On l'écoute, on apprécie ce qu'il dit. Puis la majorité des auditeurs autour de lui, ils n'ont pas mis le filtre, ils n'ont pas mis le sens d'analyse en marche. Donc il suffit que Tawfiq dise que tout va mal pour que tout le monde dise « Ah, ben oui, c'est vrai, tout va mal. Tawfiq l'a dit. » Tawfiq, il nous fait peur. Il nous fait peur avec le nombre, qui n'a d'ailleurs jamais chiffré, avec le nombre de cette mouvance Gen Z de 112. Et moi, je peux vous dire que même lui, ses propres followers,
le nombre de ses propres followers sont plus nombreux que la jeunesse qui est dans cette mouvance. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Allez chercher l'erreur. C'est du bullshit. De toute façon, M. Tawfiq, on a compris le message et on voit bien donc la game. On voit bien la game à laquelle tu joues. Ceci dit, juste pour replacer les choses correctement dans l'ordre et voir la chronologie des événements qui, vous allez voir, sont reliés l'une à l'autre. La première, rappelez-vous, ça a commencé avec le journal Le Monde, qui lui s'est servi de sa notoriété et de sa réputation pour attaquer la monarchie. Clair. 2. Des journalistes du journal Le Monde ont tenté d'influencer et de manipuler l'opinion publique. 3. Ils ont présenté le symbole de toute une nation, en la personne du roi Mohammed VI, comme étant un homme malade, quasiment agonisant. Il faut se le dire, quasiment agonisant. Il y a l'imam à côté qui attend pour réciter donc ses dernières prières. 4. Ils ont dit que le trône de roi Mohammed VI est branlant. Comment ils l'ont su? Aucune idée. Comment ils l'ont deviné? Je ne sais pas. Comment ils sont arrivés à cette analyse? Aucune idée. Que le trône de Mohammed VI, il est branlant. Et qu'il donne vraiment des signes d'essoufflement. Ça fait. C'est terminé. Essoufflement. 5e, ils prétendaient qu'au sein du palais, il y a des guerres d'influence, des guerres de clans, des guerres de succession. Waouh, ça personne ne le savait. 6. Est-ce que vous vous rappelez que certains établissements gouvernementaux du bled avaient subi des attaques, des attaques virulentes de la part des hackers algériens? C'était pourquoi? C'était pour divulguer des informations qui ne sont pas nécessairement critiques. C'est pas, ils ne divulguent pas, mettons, l'armée ou les bases ou quoi que ce soit là. C'est pas vraiment critique pour la sécurité du bled, mais assez surnoise, plutôt assez dangereuse pour germer des sentiments d'injustice dans le pays. Donc ça, ces 6 éléments que je viens de citer, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a vu, Mais il y en a d'autres et d'autres et d'autres qui sont probablement passés à travers les fibres optiques que seul le service secret en s'en connaissant. Moi, j'ai cité ces 6 éléments qui donc rétablissent l'ordre chronologique des événements. Mais tout ça, tous ces éléments, toutes ces manigances, tout ce plan diabolique, il avait un but. Un but. C'était de préparer le terrain, comme ils l'ont fait ailleurs. Il faut pas, c'est pas la première fois. Pour préparer quoi? Pour préparer le terrain. Pour préparer le terrain à ce genre de soulèvement à qui on donne l'aspect de pacifique. Et c'est là où est le danger. Vous voyez, est-ce que vous vous souvenez que la France, elle a été paralysée. Elle a été paralysée suite à l'appel de ce qu'il dit, c'est l'appel
mouvement bloquant tous, ou bloquant tout, mois septembre dernier. Est-ce que vous imaginez que ce mouvement, c'est le fruit un simple message sur Internet, d'un simple citoyen? C'est une idée qui lui est venue dans la tête, puis il l'a exprimée, puis qui a été reprise par d'autres, puis par d'autres, par les groupuscules, par les groupes de gauche, extrême gauche, extrême droite. Et c'est comme le feu dans la paille. C'est parti de rien. C'est parti de rien. Mais ça a réussi quand même par convaincre une bonne partie de la société française et à l'inciter à bloquer le pays, même sachant même que ça allait coûter extrêmement cher au pays. Mais moi, je vous le dis, faites très attention. Faites très attention à ce qui émane, tout ce qui vient des réseaux sociaux, tout ce qui est des sites d'information. Il y a tellement de fake news. Faites attention à la désinformation. Notre monde aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a 5 ou 10 ans. L'intelligence artificielle, elle joue un immense rôle dans ce genre de révolte ou de soulèvement populaire. Voyez-vous, cette génération Z, ou mouvement Gen Z, est partie avec des démonstrations d'insatisfaction suite au décès tragique, je dis bien tragique et malheureux, d'une dizaine de femmes à l'hôpital de la ville dirigée par le Premier ministre Arnouch Agadir. Leur slogan concernait, donc suite à cet événement, leur slogan concernait la santé et l'éducation. Et ça, c'est pas nouveau pour personne. Il n'y a pas deux Marocains qui vont avoir un avis différent. Aucun. Et vous serez d'accord avec moi si je vous dis que il n'y a, je dirais même plus, il n'y a aucun Marocain qui est satisfait de 3 choses: la santé, l'éducation et la justice. Sauf que le contexte, maintenant, il est rendu différent. Là, c'est une masse, c'est une population qui réclame justice, suite donc à ce drame. Justice. Et ce n'était plus une discussion banale entre amis sur une terrasse de café, là. Non, 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 non. Maintenant, c'est du monde qui réclame justice. Ces gens-là, ou ce monde qui a manifesté pacifiquement pour réclamer cette justice, a vu ces réclamations être prises en otage par d'autres. Donc la génération Z, ils ont exploité ces revendications et ils se sont appropriés ce mécontentement en leur faveur. Et ils ont utilisé je répète encore, ce tragique événement pour amorcer leur propre mouvement de contestation sur une plateforme qui est digne, moi j'appelle ça du dark web. Vraiment, ça ressemble vraiment à du dark web. Tout le monde est caché. Donc, voyez-vous, au début, on réclamait santé et éducation. Oups, regardez, c'est vraiment séquentiel. On réclame santé pas santé et sécurité, santé et éducation. Oups. On est rendu qu'on réclame le renvoi du gouvernement et de sa démission. D'accord? On monte de cran. On adresse au roi une liste d'épiceries
avec un subtil message qui veut dire qu'il y a un risque de voir les protestations s'approcher du palais. Il faut lire entre les lignes. Oups, encore plus haut. Il faut libérer les hooligans et les criminels. Encore plus haut. Il faut boycotter la CAN et la future Coupe du Monde. Et en dernier, il faut appeler le peuple, tout le monde, à se joindre à ce mouvement-là. Vous voyez, une après l'autre, une après l'autre. C'est comment ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part. Ces manipulateurs qui escaladent les réclamations l'une après l'autre, des manipulateurs qui se cachent derrière la burqa des réseaux sociaux, parce que paraît-il que, selon Tawfiq Bouachrin, ils ont peur. Donc cette génération de peureux. Et l'élément qui attire l'attention parmi tous ceux que je viens de citer, c'est la demande de cette génération Z de boycotter la Coupe d'Afrique. Boycotter la Coupe d'Afrique. Boycotter la Coupe d'Afrique, qui est supposée normalement mettre de la joie dans le cœur de dizaines de millions de personnes. Tout ça, boycotter pour montrer le rapport de force vis-à-vis du gouvernement. Il faut être vraiment sadique ou malade. C'est vraiment irresponsable. C'est un chantier gigantesque qui a commencé il y a des années. Il y a des années. Et là, on est à la veille, il reste presque quelques mois. Ah, il faut le boycotter. Il faut le boycotter. Parce qu'il y a beaucoup d'argent du gouvernement. Il y a beaucoup d'argent du contribuable. Excuse-moi, mais moi j'appelle ça un plan diabolique. Est-ce que vous connaissez le professeur Noam Chomsky? Lui disait qu'il y a 10 règles à suivre ou qu'on suit pour manipuler un groupe de gens ou une société ou peu importe. Et l'une de ces règles-là que je cite, c'est de créer des problèmes puis offrir des solutions. Donc, eux autres, ils ont créé le problème, ils ont trouvé le problème, c'est quoi? C'est la santé. Et la solution, c'est quoi? C'est boycotter le foot. Boycotter le foot. C'est exactement ce qu'avait dit Noam Chomsky. C'est terrible. Terrible, 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 terrible. Vous voyez comment est-ce que ces gens, ils tombent facilement dans l'erreur, car ils utilisent un raisonnement simpliste. Simpliste. Au lieu de servir des réussites de ce ministère et de son efficacité comme exemple à élargir sur les autres ministères déficients et incompétents. Mais non, on l'accuse d'être un élément de manipulation de la jeunesse. Il met de la poudre aux yeux de la jeunesse, comme si le peuple, il est fait que de crétins et d'imbéciles. Le foot, c'est un plan marxénien pour eux, pour les éloigner de la politique. Mais moi, je leur dis, vous aurez eu au moins l'intelligence de dire aux gens qu'on veut cloner Fawzi El-Qja. Moi, je souhaiterais qu'on le clone et qu'il les clone comme lui dans les autres ministères. Efficace, efficace. Ça, si on a réussi dans un domaine, on devrait au moins en être fier et dire, mais pourquoi est-ce que ça marche ici, mais ça ne marche pas là-bas? Pourquoi on est efficace ici, mais on est délinquant là? Pourquoi on voit le rendement ici, puis là
c'est le chaos total. C'est le chaos total. Mais non, mais non. Il faut justifier l'injustifiable. On n'a pas besoin, comme un de ces manifestants qui marquait, et qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué, euh, 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 en tout cas, quelque chose, euh, we don't need games, we need brains. Va voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. En tout cas, ou le lien avec ce qui se passe là. Enfin, enfin. Mais moi, à leur place, au moins, je me serais servi de cet exemple de réussite et d'efficacité pour tacler les autres ministères. Moi, je l'aurais fait. Et encore dans le monde du sport, moi, j'écoutais l'entraîneur des Lionceaux de l'Atlas, c'est Mohamed Wahabi. Il a dit quelque chose de très, 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 très important. Il a dit que la seule différence entre nous, équipe marocaine, et les autres challengers, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait pour le pays. Et on le fait pourquoi? On le fait par amour à ce pays. Sinon, comme qu'il a dit, sinon, on est tous des bonnes équipes. On est tous des meilleurs entraîneurs. Mais la différence, c'est cette flamme. C'est cette flamme qui fait que ces jeunes réussissent. C'est l'amour pour ce pays-là. Ça, j'appelle ça un stratège. Ça, c'est un stratège. On changera autant qu'on voudra des gouvernements. Droite, gauche, centre, coalition, name it. Cela ne changera rien. Rien. Ce qui change la donne, et je le répète, ça ne changera rien en changeant le gouvernement. Absolument rien, puis vous allez vous en souvenir. Ce qui change, c'est les choses suivantes. Une seule, plutôt. C'est la chose suivante. C'est le peuple. Comment? Un peuple, il faut qu'il soit un peuple sérieux et travaillant. Un peuple qui ne joue pas le double jeu. L'honnêteté d'un côté et la corruption de l'autre. Car il faut se l'avouer, on est 37 millions ou 40 millions au Maroc, 37 millions de corrompus. Et en même temps, on a 37 millions d'honnêtes citoyens. On a 37 millions de citoyens qui vont aller à la mosquée, qui vont faire le ramadan, mais ne se gênent pas, ces 37 millions, de corrompre le professeur, le chaouch, le juge, le policier. Autre chose, même si vous changez de gouvernement, l'enseignement ne changera pas en mettant plus d'argent. C'est vrai que c'est bien, c'est bon, c'est bénéfique. Mais focuser seulement sur l'argent, c'est un faux diagnostic. L'enseignement, il ne changera pas juste parce qu'on va mettre plus d'argent ou parce qu'on va connecter les écoles au réseau d'Académie, malgré que c'est souhaitable. Mais plutôt, c'est en changeant la mentalité des instituteurs, la mentalité des professeurs, qu'ils deviennent des responsables sur chaque élève, peu importe sa classe sociale ou son niveau d'apprentissage. D'arrêter, je parle à ces professeurs et ces instituteurs, d'arrêter de faire le lien entre leur salaire misérable et le service minable qui est rendu. Ça, c'est un crime pour moi. C'est un crime. Rien ne justifie le résultat en se basant sur le fait « Ah, mais nos salaires sont minables ». Ces instituteurs et professeurs, il faut qu'ils arrêtent de réclamer que des avantages sociaux, par-dessus avantages sociaux. Parce que quand on voit les résultats catastrophiques, constatés année par année, on se dit, ben, au moins, il y a un gagnant quelque part, parce que nos élèves, ils sont perdus.
Ils sont perdus. Mais eux, ils sont toujours gagnants. Il faut qu'ils arrêtent de prendre les élèves et nos générations futures en otage. Il faut, par exemple, arrêter, ce serait une idée, d'arrêter de bénéficier des 3 mois de vacances l'été. Parce que quand même, ces 3 mois de vacances, ils sont payés par le contribuable. Rendez-vous utile à la société. C'est que soit que vous suiviez des formations continues, ou alors vous offrez des cours de rattrapage, ou alors vous supportez les jeunes qui sont en difficulté. Mais rendez-vous utile. On est tous prêts à donner plus d'argent aux enseignants. Mais à la fin, il faut qu'ils donnent quand même plus de résultats. L'argent doit être équivalent au rendement. Pas parce que tu as 5 ans d'ancienneté, ben on t'augmente le salaire. Pas parce que tu as 10 ans, ben on augmente encore le salaire et ainsi de suite. Là. Il faut qu'il y ait du rendement. Et ça, c'est aussi valable pour la santé. Parce qu'on a le même problème. L'État, il investit de l'argent. Mais voyez-vous, le chaouche, l'infirmier et l'infirmière, le médecin, ils se graissent tous les pattes et ils empochent tous de l'argent des gens, déjà qui sont frappés par la misère et infligés par la maladie. Ça, c'est cruel. Ça, c'est vraiment cruel. Mes chers amis, il faut arrêter de cracher en haut sur le gouvernement car votre crachat retourne sur vous. Vous avez voté pour ce gouvernement. Beaucoup de vous ont vendu leur vote pour une cuisse de poulet ou une promesse de service rendu. Beaucoup d'entre vous ont boycotté les élections. Souvenez-vous de ça. Vous avez boycotté les élections. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte des résultats. Vous n'avez rien fait pour empêcher ce drame. À rien. À rien. Le drame d'une équipe gouvernementale incompétente, vorace, opportuniste et impopulaire. Vous êtes les responsables. Et vous n'avez rien fait pour empêcher d'envoyer des parlementaires en manque d'éducation. Vous leur avez donné la carte blanche. Et maintenant qu'il ne reste plus rien avant les prochaines élections, c'est là que vous réclamez donc la démission du gouvernement. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment bright. C'est vraiment bright. Mes amis, moi, je vous pose la question. Êtes-vous en mesure de reprendre le même scénario? Êtes-vous en mesure de revivre le même scénario? Ou allez-vous réclamer à chaque fois la démission du gouvernement, car vous ne serez jamais satisfait? Allez-vous quitter votre plateforme virtuelle et faire face à la corruption pour qu'on empêche qu'elle ne se reproduise en instruisant la classe pauvre que c'est un crime que de vendre sa voix et en instruisant les indécis ou les boycotteurs que c'est un crime de ne pas voter? Ça, c'est la vraie bataille. Vous devez savoir, mes amis, que à chaque fois qu'une main donne pour corrompre, c'est un pas qui nous ramène en arrière. Vous devez savoir qu'à chaque fois qu'un professeur ne fait pas son examen de conscience, et bon Dieu le sait qu'il n'y a personne qui le fait, un examen de conscience, s'il a bien fait son travail, si ses élèves ont bien compris, vous voyez, s'il ne fait pas ça, là, on verra ses propres enfants jouer le rôle de Harraga en clandestinité et en esclavage. Vous devez savoir qu'à chaque fois qu'un malade souffre ou meurt par manque de soins ou d'attention, il ne fait que nourrir le feu de l'exaspération qui va brûler tout ce qui est sur son chemin. Vous le nourrissez ce feu-là. Et la liste, elle est longue.
Et comme j'ai dit, ce qui compte, c'est que rien ne change si vous ne changez pas en premier. Rien ne change si vous ne changez pas en premier. Faites ce que vous voulez. Changez le gouvernement autant que vous voulez. Mais vous ne pourrez jamais déroger de cette règle. Pour construire, ça prend d'abord une bonne fondation. Le plafond suivra. Merci et à la prochaine.